Bonjour à tous, bienvenue sur mon petit Python. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Code Animal. En effet, je vous ai posté un sondage sur YouTube vous demandant s'il vous intéressait que je continue à parler un petit peu de cette association au travers d'une vidéo que la présidente Alexandra Morette a donnée à un média internet qui s'appelle le Green Letter Club. Vous avez été 99% sur près de 100 votants à réclamer cette vidéo, je vous la livre aujourd'hui. Il faut que je vous dise plein de trucs. Néanmoins, juste avant ça, j'aimerais bien remercier les plus gros youtubeurs que moi, les plus gros influenceurs tout simplement, et créateurs de contenu qui ont parlé justement des vidéos que j'ai pu faire auparavant, que je vous mets en lien par ici. Merci donc spécialement à Venom X Max Carter, qui donc a parlé de moi en termes assez élogieux. Merci aussi à mon ami Pat qui a mentionné mes travaux. L'important évidemment là-dedans, c'est pas ma chaîne, c'est pas tout ça, non, c'est la cause de nos animaux. Il faut qu'on les défende, il faut qu'on se soutienne. Donc merci à eux, merci aussi à tout le soutien que vous m'avez apporté via vos commentaires, via vos remarques, via justement les likes que vous avez mis sous les vidéos. Et si je devais en retenir qu'un seul cette fois-ci, c'est celui de Romain Le Baillif, que je vais citer avec son accord et qui me disait « Plus de gens dans les commentaires de cette vidéo, c'était celle d'accord juste avant celle-ci, la dernière, que dans l'association Code Animal, et la loi va dans leur sens », un commentaire que je trouve plein de bon sens. Je lance sans plus tarder justement donc l'interview, je vous explique. L'interview cette fois-ci on va la voir en vidéo, et je vais répondre encore une fois à Alexandra Morette. Le but est toujours le même, créer un débat que l'on n'a pas eu. Et donc je vais interrompre cette vidéo, vous verrez également que dedans, d'accord, il y a parfois des coupures. Eh bien oui, la vidéo en tant que telle dure 55 minutes, je crois. Et par conséquent, je pouvais tout simplement pas tout vous mettre plus commenter, ça aurait pris beaucoup trop de temps. J'ai fait des coupes. Il y a des choses aussi avec lesquelles je suis d'accord avec Alexandra Morette. Le débat dans ces cas-là, d'accord, n'est peut-être pas forcément le plus intéressant. Et donc, je vais surtout reprendre les points où je suis en désaccord. Première question, est-ce que l'on sait combien il y a d'animaux en captivité dans les zoos, dans les cirques, dans les delphinariums? Est-ce qu'on sait combien il y a de zoos en France? Est-ce qu'on a une idée à peu près du nombre d'animaux en captivité en France? Alors non. Alors là, moi, j'aimerais juste revenir sur la question du journaliste, parce qu'en fait, elle est terriblement révélatrice, cette question. Ici, l'intervieweur pose la question des zoos, des delphinariums, des cirques, mais ça veut dire qu'en fait, il n'a pas lui-même conscience de l'impact général en fait, de cette loi qui va bien plus loin que ça, qui touche d'accord les éleveurs amateurs, qui touche des particuliers d'accord à travers la France, et qui à terme, si jamais on écoute Code Animal, va toucher tout le monde en fait. Et ici, c'est révélateur d'une chose, c'est qu'en fait, le débat justement n'a pas eu lieu sur ces questions. C'est pour ça qu'il n'est pas au courant. Alors qu'il a eu l'air de se renseigner encore là-dessus, en fait, il n'est pas au courant parce qu'il n'y a pas eu de débat public par rapport à ça. Et aussi parce que finalement, les propositions de Code Animal sont très extrêmes. Et qu'en fait, il ne les envisage même pas. Et beaucoup de gens sont comme ça. Et c'est pour ça que je réponds à Alexandra. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre la gravité des choses. Et la gravité de ce qu'on est en train justement de mettre en place. Ok ? Et donc, c'est intéressant de voir que l'intervieweur lui-même n'a pas vu ce point-là. Donc, encore une fois, où a été le débat d'accord, sur toutes ces questions qui concernent énormément de gens et qui aujourd'hui sont dans l'ignorance de ce qui se passe pour eux? Alors non, il n'y a pas de chiffres officiels et précis sur combien il y a de structures, combien il y a d'animaux, combien il y a d'espèces, combien d'individus par espèce. Et en fait, on a demandé à chaque fois au gouvernement la situation socio-économique des acteurs et le nombre d'animaux et d'espèces pour savoir un peu l'ampleur en fait de si la loi passait en fait combien il y a d'animaux à replacer et quel impact ça pourrait avoir sur les humains. Et en fait, on n'a pas eu de chiffres ou des approximations. Vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'elle est en train de dire à l'heure actuelle? C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que c'est un dossier qui n'a absolument pas été fouillé. Code Animal a participé à des tables rondes gouvernementales. Code Animal a été impliqué à l'intérieur justement de missions chargées d'évaluer la situation. Et c'est ça le compte-rendu. Alexandra Morette nous dit ici qu'il n'y a pas de chiffres précis. Ça veut dire que, rendez-vous compte qu'il n'y a même pas eu un recensement des animaux dont on va gérer le sort à travers cette loi. Il n'y a pas eu. Ni de la part des pouvoirs publics, ni même de Code Animal. Rendez-vous compte que ça aurait été quand même la base en guise de travail préparatoire de savoir à combien d'animaux, justement, allaient s'appliquer ces textes. Parce que si jamais demain on veut les recaser, ces animaux, si jamais demain on veut vraiment leur offrir une place quelque part, la moindre des choses, c'est de savoir combien sont concernés. Et là, on se rend compte, d'accord, que ça
Ça n'a absolument pas été fait. Je trouve ça quand même dingue, d'accord, qu'on n'ait même pas fait un recensement. Ça me semble pas si compliqué que ça, à l'échelle de l'État, d'accord, d'organiser une telle chose. Et ce qu'on risque fort de voir apparaître, en fait, c'est une surcharge, d'accord, une mauvaise prise en compte, d'accord, du besoin, et qui amènera à quoi? J'ai bien peur à une euthanasie, moi, de beaucoup, beaucoup d'animaux. Parce que si on ne peut pas les recaser, et on va voir, d'accord, que les structures ne sont absolument pas prévues, qu'est-ce qui va se passer? Quand on dit comme ça qu'on n'a pas les chiffres, ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer de budget, qu'on ne peut pas déterminer le besoin en structure, qu'on ne peut pas déterminer, d'accord, tout un tas de choses. D'accord, combien de personnes justement vont être touchées, à quel point les secteurs concernés vont être impactés. Et donc, ça veut dire qu'on va droit à la catastrophe et qu'on navigue à vue. C'est extrêmement grave. Et ces gens qui se revendiquent de la protection animale vont en fait, d'accord, amener une situation à un point critique absolu. On continue. Il faut savoir qu'en France, il y a une base de données qui s'appelle IFAP, mise en place il y a 2-3 ans par le ministère de l'écologie, dans lequel en fait les particuliers, les professionnels sont censés enregistrer leurs animaux sauvages exotiques. C'est pas encore mis à jour, il n'y a pas de chiffre précis. Le ministère nous a donné une fourchette de 300 zoos en France. Ça fait 10 ans qu'on a 300 zoos en France. Vous vous rendez compte, là, encore une fois, de la gravité de la chose? Je rappelle que l'IFAP a été mise en place, d'accord, par les textes de 2018, et que l'IFAP est censé, justement, effectuer un recensement plus ou moins des espèces concernées, parce qu'elles ne le sont pas toutes. Des espèces, d'accord, qui étaient jugées comme étant à pucer, à identifier, etc., etc. Et là, que nous apprend Alexandra Moret, qui encore une fois a travaillé dans ces commissions? C'est que l'IFAP aujourd'hui n'est pas à jour et qu'on est incapable au niveau gouvernemental de dire combien d'animaux sont concernés. Encore une fois, c'est l'amateurisme le plus total. Et après, on vient traiter d'amateurs ceux qui s'occupent de leurs reptiles au quotidien. Ils sont là, les amateurs. Donc voilà, on n'a rien. Que le ministère parle de 300 fauves dans les cirques en France, quelques centaines de singes, on a moins d'une dizaine de cétacés dans les delphinariums. Donc... Alors, rendez-vous compte, 300 fauves, il faut les replacer quand même, 300 fauves, enfin, c'est pas rien, quoi. Vous imaginez, vous replacez 300 fauves. Imaginez un peu le budget qui correspond à ça, quoi. Quelques centaines de singes. C'est quoi quelques centaines de singes? C'est 200? C'est 600? C'est 1500? On n'est même pas, d'accord, capable d'avoir un nombre à peu près correct. Quelques centaines ne veut rien dire. Imaginez la différence de budget et de structure qu'il va falloir avoir entre placer, je ne sais pas moi, 100 singes et en placer 1200. Je veux dire, ça n'a rien à voir et rien n'a été anticipé, on le sent là ici. Voilà, on a un peu des approximations, mais on n'a rien de vraiment très concret. Sachant que normalement, légalement, les animaux sauvages sont censés être enregistrés, pucés, marqués dans une base de données pour avoir au moins un suivi sanitaire. Je pense qu'en période de Covid, tout le monde peut comprendre pourquoi le suivi sanitaire est hyper important chez les animaux sauvages. C'est faux, Alexandra. C'est faux ce que tu nous racontes là. Factuellement, toi non plus, d'accord, tu n'es pas renseigné. Il y a des animaux qui n'ont aucune obligation, d'accord, d'être notés dans l'IFAP. Deuxième chose, j'aimerais revenir encore une fois sur le nombre. On a évoqué les fauves, on a évoqué les singes, les cétacés. Vous vous rendez compte des budgets qu'il doit falloir pour recaser un orque? Des budgets qu'il doit falloir avoir pour recaser des dauphins? Je reviens sur mon histoire de juste avant, mais en fait, pour moi, le destin qui attend ces animaux-là avec cette loi, c'est l'euthanasie. Parce que si jamais on ne prévoit pas de budget, qu'on ne sait pas, même pas combien est-ce qu'ils sont, c'est ce qui va se produire. Et d'ailleurs, lorsque le parc Astérix avait fermé son delphinarium, certains cétacés avaient dû être euthanasiés. J'ai bien peur qu'on court vers la même chose. C'est ça votre protection animale? C'est ça la lutte contre la maltraitance animale? On a 3 zoos publics payés par les impôts en France. La Ménagerie de Paris, le zoo de Vincennes et la Haute-Touche, où on sait que ces structures-là sont en déficit. C'est-à-dire que le business model zoo ne fonctionne pas sur le public qui est touché par ces structures-là. Nous, chez Code Animal, on a une campagne qui vise à les transformer en structures d'accueil. On pourra peut-être y revenir plus tard. J'aimerais bien qu'on y revienne maintenant. Parce qu'Alexandra, tu te déclares contre les zoos, mais en fait, ce que tu cherches à faire, c'est transformer ces zoos en structures d'accueil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu vas prendre les zoos et déclarer d'un point de vue idéologique que c'est une structure d'accueil. Les choses qui vont changer, je vais vous le dire. On va interdire le public, peut-être. On va peut-être diminuer, d'accord, le nombre d'animaux. Et encore, c'est même pas dit, mais où vont aller les autres? En gros, on est toujours sur le même problème, à savoir, c'est
la notion idéologique de zoo qui vous dérange. Mais c'est pas le bien-être animal, ça. C'est des problèmes humains, d'accord? Des problèmes philosophiques bidons, d'accord, humains. J'aimerais aussi revenir sur la phrase que tu as dit avant par rapport au Covid dans la question précédente. Je me rends compte que je n'ai pas répondu. Il a bon dos quand même le Covid. On ne sait même pas, d'accord, ce qui l'a causé véritablement le Covid. On le saura peut-être dans 15 ans. Et toi, tu nous dis, d'accord, que là, directement, bah voilà, la présence d'animaux de compagnie fait en sorte qu'avec le Covid, tout le monde comprend qu'on ait besoin, d'accord, de se poser des questions. Mais t'as pas l'impression que c'est un peu démagogique, quand même, Alexandra, d'accuser le Covid, là, ici? Donc, faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des zoos, c'est privé. Le business de la conservation, c'est privé. En 6e extinction de masse. Alors moi, j'ai pas envie de rigoler, là, Alexandra. J'ai pas envie de rigoler du tout par rapport à ce que tu nous dis. Parce qu'en gros, tu sembles là critiquer le financement. Alors pourquoi pas, hein? Nous reprocher le fait, d'accord, que ce soit privé. Mais moi, quand je vois la compétence des acteurs publics qu'on a décrite auparavant, et de la tienne, hein, pas capable de recenser les animaux qui sont concernés, pas capable de savoir, d'accord, combien il y a de zoos en France, c'est quand même pas capable d'anticiper, d'accord, les dégâts collatéraux, notamment sur l'emploi, pas capable, d'accord, de nous dire ce qu'il adviendra, d'accord, des animaux en grand nombre qu'il y aura à placer. Je te fais pas spécialement confiance, Alexandra. Je te le dis tout de suite. Ni à ton gouvernement, ni à tous ceux qui ont passé la loi, n'est-ce pas, messieurs qui l'ont défendu, messieurs d'Ombreval, soi-disant vétérinaire, monsieur Villani. Qu'est-ce qui prouve qu'avec cette bande d'incompétents, parce que c'est comme ça qu'on va dire les choses, factuellement, tu nous démontres ton incompétence. Qu'est-ce qui fait croire que vous ferez un meilleur boulot que les structures actuelles? Moi, j'y crois pas une seule seconde. D'accord? On a aussi l'exemple de Rewild, hein, par exemple, hein, que j'aborderai peut-être plus tard. Et en même temps, moi, ce qui me fait rire, c'est que tu parles de 6e extinction de masse. Enfin, ça me fait rire jaune. Mais Alexandra, tu es en train de nous préparer la 7e. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on parle de 6e extinction de masse, effectivement, d'accord, pour les populations qui sont en danger de leur milieu naturel. Alexandra, tu es simplement en train de nous prévoir encore une extinction de masse en plus. Celle des animaux de compagnie, des animaux en captivité. Vous avez fait une loi qui interdit la reproduction et la vente. Vous faites une loi, d'accord, qui empêchera énormément de passionnés de reproduire et de conserver et d'étudier des espèces, d'accord, via la captivité. La captivité et la nature sont complémentaires, c'est ça la vérité. Et donc, ces millions d'animaux, dont encore une fois tu ne sais même pas combien ils sont, ils vont disparaître par ta faute, et par la faute de ceux qui ont voté ce texte. Et donc, la 7e extinction de masse, c'est la vôtre. Et ça, c'est extrêmement grave. Et j'aimerais revenir sur le financement, Alexandra, on va y aller vite. Tu critiques le business privé, mais je me suis penché sur Code Animal. Alexandra, t'as bon dos de critiquer ça. Alors, c'est le moment de faire des petites révélations. Vous dites que vous n'avez pas de subvention publique et que vous êtes des bénévoles. J'ai rien pour prouver le contraire. Effectivement, ça semble être le cas. Mais Alexandra, tu ne nous parles pas de quelque chose. C'est que Code Animal, pour vos actions, vous êtes financé par des acteurs privés. La compagnie Shein, par exemple, vous a donné 50 000 €. D'accord? C'est une marque privée de prêt-à-porter féminin. Que dire des cosmétiques Lush, dont on ne connaît pas le montant qu'ils vous offrent, mais qui vous soutiennent aussi financièrement? Ce ne sont pas du privé, ça? Pour vos actions de soi-disant conservation? Il y a d'autres entreprises qui vous aident et dont on ne connaît pas le montant. Vous faites par ailleurs appel à des partenariats événementiels en ce moment, par exemple, d'accord, sur la danse, où il y a des fonds qui peuvent vous être reversés. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, on collecte des fonds comme on peut. Mais t'as beau dos après de critiquer, d'accord, les zoos qui font certainement une action bien plus bénéfique que la tienne, par les mêmes biais. Et puis moi, j'aimerais quand même sortir un petit papier maintenant, Alexandra. Tu vas le reconnaître. C'est le document qui est ici. Je vais le mettre en pièce jointe. Ce document-là, Alexandra, tu vas le reconnaître. Ce document-là, c'est un document que vous avez fait signer à des politiques, dans votre action de lobbying. Vous avez fait signer ça donc à des politiques, et je vais lire ce qu'il y a dessus. Vous demandez, donc, c'est le document pour la prise en compte des animaux sauvages dans la région, au moment, d'accord, des élections régionales. Vous avez, du coup, demandé donc, le nom, prénom du politique, la liste qu'il représente, le nom de la région, et la signature. Et cette liste, en fait, comporte des engagements. Ben moi, il y a 3 types d'engagements que vous mettez. Hein. C'est bien Code Animal, votre logo est ici. Hein. D'accord? Et puis, vous demandez de retourner le formulaire à Code Animal. C'est vous, hein. Ben moi, je lis que les premiers engagements, donc c'est des engagements et soutien public. Soutenir publiquement, d'accord, les associations comme la vôtre. Et ensuite, d'accord, vous avez aussi une rubrique sur l'éducation et les droits animaux, avec, par exemple, soutenir des actions de sensibilisation et d'éducation à l'éthique animale via les programmes régionaux
et d'actions éducatives. Ça, encore une fois, d'accord, c'est soutenir vos programmes idéologiques. Mais le plus important, c'est quand on évoque la troisième colonne, sur les subventions et les marchés publics, Alexandra. Je lis. Conditionner l'obtention de subventions publiques et de marchés publics au respect de la condition animale. C'est comme ça que vous faites fermer le zoo de l'Orangerie, par exemple, à Strasbourg. D'accord? Sans, encore une fois, avoir pensé à replacer les animaux. Et je lis le deuxième, qui est encore plus intéressant. D'accord? C'est là. Accompagner la création de structures d'accueil pour les animaux sauvages. Alors c'est toujours pareil, on parle d'accompagner la création. On voit que ça n'a pas bougé depuis ce temps-là. D'accord? Refuges et sanctuaires portés par les associations de protection animale, c'est-à-dire vous. Donc en gros, vous demandez de vous accompagner, on se demande bien comment. Eh bien, tu vas nous le dire. En mettant à disposition le matériel et ou les locaux de la région, tiens donc c'est-à-dire en gros, tu veux des locaux gratuits et du matériel gratuitement. En aidant à la communication et promotion de ces structures, en gros, qu'on se charge de payer votre pub. Avec quel argent, Alexandra, si c'est la région qui paye? L'argent de qui? Et en créant une ligne budgétaire, carrément. Ben moi, je suis désolé, ça c'est ce que j'appelle une demande de subvention cachée. Et je note qu'aujourd'hui, effectivement, sur par exemple ce qui vous oppose aux eaux de l'Orangerie, eh bien les politiques locaux, Jeanne Barséguian, d'accord, la maire ELV par exemple de Strasbourg, vous donne raison. J'imagine que si elle vous donne raison, d'accord, sur certaines revendications, elle vous donne peut-être raison sur d'autres. Et d'ailleurs, j'aimerais à ce titre remarquer juste une chose, c'est que votre association est basée à la Maison des associations de Strasbourg. Je vais vous mettre les conditions là, pour avoir un local à la Maison des associations et bénéficier d'avantages énormes, comme des locations de salles gratuites, etc. Ça coûte 20 € par an d'adhésion. Ben, je suis désolé, mais moi j'ai quand même l'impression que vous demandez d'accord des aides justement au public, contrairement à ce que vous dites. On continue. Et c'est un business qui est rentable ? Oui et non. Rentable, oui, parce que les gens veulent malheureusement toujours aller voir des animaux en captivité, sachant qu'aujourd'hui, la condition animale, c'est quelque chose qui entre en force dans le débat public depuis une dizaine d'années, je dirais. Alors moi, j'aimerais déjà poser une question, c'est pourquoi est-ce que tu dis malheureusement, en fait, les gens vont toujours au zoo? Mais c'est très bien, Alexandra, dans le fond. Je vais t'expliquer une chose, Alexandra. Je vais te citer quelqu'un qui aura peut-être bien tes faveurs, c'est Jacques-Yves Cousteau. Jacques-Yves Cousteau déclarait deux phrases, et je vais les citer, qui sont très proches l'une de l'autre. La première, c'est « Les gens protègent ce qu'ils aiment ». Et la deuxième, c'est « On aime ce qui nous a émerveillés et l'on protège ce que l'on aime ». C'est comme ça que la condition animale a progressé en France. C'est parce que les gens, en fait, justement, ont eu un accès de plus en plus proche des animaux et on les a sensibilisés à leurs besoins, etc. C'est pas venu par magie. D'accord ? C'est justement parce que des générations, d'accord, se sont émerveillées devant ces animaux que la condition animale dans la société a été de plus en plus prise en compte. Et donc tu commets une erreur gravissime en voulant fermer ces zoos, Alexandra. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas cacher les animaux aux gens, la réflexion humaine et l'intérêt pour ces animaux, que l'on ne connaîtra plus, va aller de façon décroissante. Et en réalité, en fermant ces zoos-là, des animaux qui de toute façon, d'accord, sont en captivité, tu vas les mettre en danger. Je vais te prouver ça historiquement, Alexandra. Je vais te dire une chose. Le premier zoo de France, de l'histoire de France, sais-tu lequel c'était? Eh bien, c'était la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Il a ouvert, je vais vérifier mes notes, le 16 mai 1794, en pleine terreur. Et toi qui dis souvent, d'accord, que ça vient d'un réflexe colonialiste, ben là, en fait, on se rend compte que pas du tout. La volonté du premier zoo, en fait, ça a été justement, d'accord, la création d'un droit populaire. Il y avait 58 animaux à l'époque, d'accord, qui étaient dans ce zoo-là. Et tu sais d'où est-ce qu'ils venaient? Ils venaient de la ménagerie royale, en fait, où seuls les plus nobles avaient accès. C'est-à-dire qu'en gros, la création du premier zoo sous la terreur, d'accord, ça a été justement pour ouvrir aux gens l'accès au monde animal. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Dès 1798, on a commencé à importer des animaux de la nature, ce qui prouve bien qu'en fait, à ce moment-là, on n'avait pas encore la conception de la préservation, d'accord, de la nature et de la non-importation justement d'animaux. J'ai noté, d'accord, par exemple, que des lions, d'accord, des éléphants, des chameaux, des ours sont arrivés, quelques buffles même, d'accord, dès 1798, juste avant Napoléon. Lorsque Napoléon prend le pouvoir, c'est pareil, d'accord, on ramène des tas d'animaux, notamment ces expéditions, par exemple en Égypte. Il y a aussi du cadeau diplomatique, d'accord, mais donc on était bien sur les animaux, là, qui cette fois-ci, qui étaient capturés en nature pour les mettre justement dans les zoos. On peut noter, d'accord, que tout ça a continué, même si jamais il y avait de la reproduction qui se faisait un peu en captivité. Par exemple, on a eu 3 lionceaux en 1800, d'accord, baptisés Marengo, Fleurus et Gémape. Marengo, je vous rappelle, d'accord, que c'est le cheval de Napoléon. Fleurus et Gémape, 2 batailles, d'accord, très célèbres, justement, faites pendant la Révolution. On voit, d'accord, l'utilisation politique des animaux à ce moment-là. On du coup, les utilisait comme biais de propagande, mais également, d'accord, on les cherchait pour beaucoup dans leur milieu naturel.
Ensuite, on peut voir que ça continue jusqu'à très très tard. En 1923, une tortue, d'accord, nommée Kiki, une tortue des Seychelles, qui a été ramenée, et qui a vécu 146 ans, qui est restée célèbre, d'accord, pour ça, pour sa longévité. Encore une fois, Alexandra, tu vois bien, c'est-à-dire que jusqu'à cette époque-là, et même encore un peu après, on allait chercher ces animaux dans la nature. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Effectivement, d'accord, les programmes européens s'échangent les animaux entre zoos, mais il n'y a plus de prélèvements dans la nature, ou presque. Et qu'est-ce qui a fait changer ça? C'est la prise de conscience générale, en fait. C'est justement le fait que les gens puissent s'intéresser à ces animaux-là. Rendez-vous compte qu'il n'y a pas si longtemps que ça, sur France 4, vous aviez une saison aux zoos, peut-être que ça existe même encore. Ça prouve qu'aujourd'hui, ça intéresse tellement des gens qu'une série télévisée est faite là-dessus. Mais ça, c'est ce qui peut arriver presque de mieux pour la sauvegarde en milieu naturel, Alexandra. C'est très important, d'accord? Et donc, cette évolution-là, le regard humain, c'est Jacques-Yves Cousteau qui avait raison. On ne protège que ce que l'on aime. Et on aime ce qui nous a émerveillés. Et on protège ce que l'on aime. C'est exactement ça. Et tu vas tuer ça, Alexandra. C'est ton projet, en tout cas. C'est pareil, on n'a pas de chiffre sur le nombre d'animaux qui sont en captivité. Je lisais sur le site Politique et Animaux, qui est un site créé par L214, qu'il y avait entre 60 000 et 100 000 animaux en captivité. C'est un chiffre. Alors là, vous voyez, d'accord, que c'est très intéressant, parce qu'on a franchi du temps, d'accord, l'interview, le journaliste ne sait toujours pas que, quand on parle d'animaux en captivité, on n'évoque pas seulement les zoos, les delphinariums ou les cirques, hein, toujours pas. Est-ce qui vous paraît crédible ou c'est difficile d'avoir une idée? C'est difficile d'avoir une idée, sachant que on n'a pas de suivi officiel sur combien il y a d'animaux dans les zoos, ni combien d'espèces. C'est vraiment, comme c'est des entreprises privées, malheureusement, c'est quelque chose qui est caché aux yeux du public. Chaque zoo va revendiquer un chiffre sur leur site internet, qui est parfois gonflé. Par exemple, on va compter les poissons pour avoir plus d'animaux dans le zoo. T'es en train de nous classifier les animaux par ordre d'importance, là? Pourquoi est-ce que les poissons ne seraient pas comptabilisés comme les animaux du zoo, Alexandra? Je veux dire, qu'est-ce qui fait que les poissons ne sont pas des animaux? Ça va plaire, ça, à tous les passionnés d'aquariophilie à qui tu veux imposer la liste positive. Alors c'est une question naïve, mais qu'est-ce qui vous pose problème avec les zoos? Plusieurs choses. Déjà, le fait qu'on vole la liberté des animaux sauvages pour le simple divertissement des humains. Il n'y a rien de plus manipulateur comme propos. On ne vole pas la liberté sauvage des animaux. Ces animaux-là n'ont jamais connu pour l'extrême majorité d'entre eux le milieu sauvage, Alexandra. Ils sont nés en captivité. La vérité, c'est que là, tu nous manipules, Alexandra. Ça nous pose problème, fondamentalement. On sort vraiment sur l'image de l'Arche de Noé. Les zoos donnent vraiment cette image-là où on va protéger les animaux des braconniers, de l'extinction, tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau des chiffres, de l'argent donné à la conservation sur le terrain pour protéger effectivement les animaux, c'est très peu. Il y a une étude, par exemple, sur les zoos américains qui avait donné moins de 5% du chiffre d'affaires. Donc c'est risible, vraiment. Mais c'est risible. Tu veux qu'on reparle de la façon dont tu as géré ton dossier, toi? Ne même pas être foutu, d'accord, de connaître le nombre d'animaux dans les zoos? Ne même pas être capable de déterminer le nombre de zoos qu'il y a ou le nombre de personnel qu'il y a à l'intérieur? Vous voulez vraiment qu'on parle de votre gestion à vous? Qu'est-ce qui est risible, Alexandra? Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'au niveau des réintroductions des animaux dans les milieux naturels des zoos, on est aussi sur des chiffres quasi nuls. Donc en fait, on se rend compte qu'au niveau de la conservation, il n'y a pas grand-chose qui se passe, ou c'est très minime. Là, tu nous démontres juste que tu connais très très mal tes dossiers, encore une fois. La conservation, c'est pas forcément la réintroduction, Alexandra. C'est deux choses différentes. Si moi, j'aimerais te dire un truc, en fait. C'est que quand tu nous parles justement d'argent collecté très minime, alors déjà, bon, toi, on attend de voir ton organisation, hein. Je suis pas sûr que ça apporte plus, mais en réalité, pour conserver les animaux sur place, qu'il faudrait surtout... Ce pourquoi il faudrait que tu luttes, c'est pour la préservation de leur environnement. Je vais prendre par exemple le cas de la Guyane actuellement. Moi, je reviens de Paddy Park, d'accord, on a vu par exemple les caïmans à lunettes. Les caïmans à lunettes sont présents en Guyane. Simplement, ce qui les décime, c'est pas tellement le fait d'être importés dans des vilains zoos, d'accord, ça, il n'y en a pas. Ce qui décime aujourd'hui les caïmans à lunettes, c'est qu'on détruit leur habitat avec la présence, par exemple, des orpailleurs, qui rejettent du mercure, notamment, d'accord, dans l'eau, et comme ils sont à la fin de la chaîne alimentaire, ils prennent toutes ces choses néfastes-là. Ça, tu n'en as rien dit. C'est comme ça, en fait, qu'on protège les animaux à l'état naturel, Alexandra. C'est en préservant, en fait, ceux du milieu naturel. C'est pas la réintroduction. La réintroduction, encore une fois, tu nous manipules. Elle est quasiment impossible pour la plupart des animaux, et tu le sais très bien. Très rares sont les espèces qu'on est capable de réintroduire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce sont des animaux nés en captivité, et qui, par conséquent, eh bien, c'est comme ça. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas, pour la plupart d'entre eux, être réintroduits. Au niveau de la pédagogie, après, ça nous pose question.
Au travers de nos enquêtes, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui lisaient les panneaux et qui s'intéressaient vraiment à l'animal qu'ils avaient en face d'eux. Et il n'y a pas eu d'études fondées sur est-ce que les zoos ont un impact positif ou négatif sur la pédagogie chez le public. Alors encore une fois, tu nous montres que tu n'as pas fait ton boulot, hein, puisque ce genre d'études, ça aurait été la base en fait. Hein. Et moi, je répète que c'est pas la question des panneaux, forcément, la pédagogie. Le simple fait, quand vous allez dans un zoo, d'accord, c'est un comportement qu'on voit tout le temps, d'émerveiller les plus jeunes et les plus vieux. Elles sont magnifiques. Elles sont juste trop belles. Regarde comme elle est belle, Lily. Oh, j'adore. Maman, il y a plein de bébés gnous. Gnous. Ils sont trop jolis. Regarde, Lily, il est pas trop joli, lui. Il me ressemble, non? Il te ressemble? Mais non, attends, c'est lui là-bas qui me ressemble trop. C'est magnifique. J'adore les kangourous. Attends, on voit même pas qui c'est. Kangourou. 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 Ah oui, là, on voit bien qu'ils sont roux, là. Et ils vivent 22 ans. Donc là, potentiellement, il y en a qui sont déjà plus vieux que moi. Eh. D'accord? Si vous allez au zoo, vous le verrez encore une fois, les gens qui découvrent des animaux qu'ils n'ont jamais vus, qui les découvrent en vrai. Et je veux dire, ça, c'est finalement déjà de la conservation, parce qu'encore une fois, on ouvre l'esprit des gens en leur faisant découvrir, en s'attachant parce qu'ils découvrent les animaux. Et finalement, c'est là qu'on fait la meilleure prévention, d'accord, pour la cause animale. L'important, c'est de créer chez les gens, d'accord, ce sentiment, cette volonté d'affection envers les animaux, et donc qui va les pousser à vouloir les protéger. Et ça marche. Je te l'ai montré, d'accord, avec mes récits historiques juste avant. Là, l'exemple le plus flagrant, c'est l'ours polaire, où en fait, c'est un animal qui vit dans un climat froid, et en fait, on va l'enlever de son milieu pour le mettre en France, dans le sud de la France, et là, du coup, ça pose des gros problèmes, parce qu'il n'est pas habitué à des températures à 40 degrés, quoi. Donc on va forcément avoir un impact en plus écologique important, parce que du coup, on va climatiser ou chauffer des environnements. Et du coup, on se demande finalement quel est l'intérêt de tout ça, quoi. Parce que si c'est protéger l'espèce dans son milieu naturel, mais en même temps avoir un impact écologique hyper négatif, je ne comprends pas comment ça marche. Moi, je vais t'expliquer comment ça marche. Hein. Là, tu es en train de nous faire encore une fois une belle démagogie, une belle démonstration de toute ta démagogie, pardon. Ce qui me mettrait presque en colère. Je veux dire, prends cet exemple-là pour faire pleurer, d'accord, dans les chaumières sur le compte de l'ours polaire, de la clim. Alexandra, on vit dans une société, d'accord, où la grosse industrie pollue, je veux dire, en une seconde, ce que ta clim de l'ours polaire, d'accord, polluera je ne sais pas moi, en 1000 ans. On est dans un monde aujourd'hui, il y a des océans, d'accord, des continents de plastique dans les océans. On vit dans un monde aujourd'hui où les déchets, d'accord, rejetés justement par la grosse industrie font des dégâts énormes. Et toi, tu vas nous parler de la clim de l'ours polaire. Tu ne serais pas en train de te moquer du monde parfois? Économiquement, ça représente quoi en termes d'emploi, pour donner une idée? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en France, les zoos, comme impact économique? Non, parce qu'encore une fois, c'est des entreprises privées. Je suis pas sûre que les pouvoirs publics aient un regard global sur cette activité-là. Donc, on ne sait pas exactement. Mais vous avez un regard sur quoi, du coup? Vous les avez pas sur le nombre d'animaux, vous les avez pas sur le nombre de salariés, vous les avez pas sur le nombre de zoos. Vous avez un regard sur quoi pour nous pondre des lois? C'est incompétence de A à Z. Combien de gens travaillent dans les zoos? Combien il y a de zoos en France, toujours? Après, ils font beaucoup appel à des saisonniers dans les restaurants, ce genre de choses. Ces gens-là ont bien un contrat de travail. Saisonniers, d'accord, ou travaillant à plein temps. Comment ça se fait que l'État soit même pas capable de savoir ça? Moi, je vais reprendre, hein. Je vais vous parler de Beauval, le plus grand zoo, parce que moi, du coup, j'ai trouvé des infos. Pour mener à bien et remplir ses missions, le zooparc de Beauval et ses hôtels sont créateurs d'emplois dans le département du Loir-et-Cher et plus largement dans la région Centre-Val de Loire, avec 450 employés permanents et un effectif multiplié par 2 en pleine saison, soit près de 1000 collaborateurs. Ben voilà, plus de 80 métiers différents sont représentés au zooparc et aux hôtels. Ben oui, parce qu'il n'y a pas que ceux du zoo, d'accord, il y a aussi l'impact économique que ça génère autour. Je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité, ça me paraît très crédible en fait comme chiffre. Et donc, par conséquent, c'est tout ça que vous allez détruire. Je vous signale que dans le Loir-et-Cher, je pense, et dans la région Centre-Val de France, je pense que d'avoir un zooparc de Beauval qui génère comme ça 1000 emplois, c'est quelque chose d'absolument considérable. Et vous voulez le détruire. Sans avoir prévu quoi que ce soit. Donc en fait, on ne sait pas exactement quel serait l'impact d'une fermeture potentielle, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais d'une fermeture d'un zoo ou ce genre de choses, quoi. Donc on ne sait pas trop. Ah oui. Il n'y a pas de zoo qui trouve grâce à nos yeux. Après, il y a certains zoos
qui essayent d'avoir un impact plus positif sur la conservation. Donc là, on est en train d'essayer de regarder un peu ce qui se passe du côté de la Fondation Aspinal ou du côté de Durel, où il y a pas mal de réintroductions qui sont faites des animaux en captivité dans les milieux naturels. Alors, je vais juste revenir là-dessus parce que moi, j'aimerais comprendre, Alexandra, au bout d'un moment. La Fondation Aspinal, je suis allé voir, moi, je suis plutôt pour ce genre d'établissement, effectivement. D'accord. Ils ont effectivement des missions de conservation, ils font de la réintroduction, tout comme d'accord, le zoo de Durel, le zoo sur l'île de Jersey. Alors moi, je suis encore une fois très pour. Mais je ne comprends pas par contre toi ce qui te plaît à l'intérieur. Parce que quand je vais voir sur le zoo de la Fondation Aspinal, on peut visiter, d'accord, ces zoos, je croyais que tu étais contre les visiteurs. C'était pas bon pour le bien-être animal. Tu sais quoi, on peut même se marier là-bas. Et je vais vous montrer une photo, d'accord, qui montre qu'on peut se marier et faire des jolis clichés, ce qu'ils appellent notamment le safari de photos. D'accord, pour, eh bien, justement, rapporter de l'argent à tout ça. Alors moi, ça ne me dérange pas philosophiquement, mais toi, ça devrait te déranger. Où est ta crédibilité, où est ta conviction réelle, Alexandra? J'aimerais que tu nous le dises. Sur l'île de Jersey, c'est pareil, hein, d'accord, le Durel, vous avez aussi, d'accord, des tas de visiteurs, etc., etc. Je vais vous mettre les preuves. Où est ta véritable conviction idéologique, où est ta crédibilité, Alexandra? Merci. Quelle naïveté, quoi, hein, de A à Z. La structure est publique, donc financée par la mairie de Strasbourg, et les animaux appartiennent à une association, l'association des Amis du Zoo. On parle du musée de l'Orangerie, là du coup à Strasbourg, que Code Animal est en train de faire arrêter les subventions. Et elle est un peu privée, quoi. Donc on a réussi au dernier conseil municipal en mai à arrêter la subvention de la mairie qui entretenait les cages et tout ça du zoo. Et on est en train de voir justement avec la mairie pour essayer de replacer les animaux avec l'association des Amis du Zoo pour replacer les animaux dans les structures d'accueil. Donc encore une fois, rien n'a été anticipé. Hein. C'est-à-dire qu'on a d'abord fait fermer, arrêter les subventions. Alors moi, le zoo de l'Orangerie, effectivement, il a l'air un peu vétuste. Hein. C'est un vieux zoo de centre-ville comme beaucoup. Moi, je pose juste une question. Est-ce qu'au lieu de supprimer les subventions, on n'aurait pas pu essayer de rénover quelque part un peu ce zoo-là? Parce que vous allez en faire quoi, encore une fois, des animaux? Moi, j'aimerais vraiment connaître leur devenir. Je ne suis pas sûr qu'on aura vraiment les informations, d'ailleurs. Après, nous, ce qu'on a l'habitude de dire aussi, c'est que est-ce que vous préférez vivre 10 ans de votre pleine vie ou 30 ans dans une prison? Donc voilà, c'est pas parce que vous avez une vie longue que vous avez vraiment une vie heureuse, quoi. Ou en tout cas qui correspond à vos besoins et ce que vous en faites de cette vie. Donc pour nous, c'est pas vraiment un critère de savoir si c'est bien ou pas. Donc là, elle parle justement de la longévité des animaux en captivité, et rendez-vous compte encore une fois du creux du discours, quoi. Elle est en train de nous parler des besoins des animaux, mais tu te bases sur les besoins des espèces sauvages, Alexandra. Encore une fois, ces animaux de la captivité n'ont plus rien à voir avec eux. La longévité dans la captivité, quoi. Alors, tout au long de cette interview, on en a parlé, il y a une loi qui est passée à l'Assemblée, au Sénat. Et quelles sont pour vous les grandes avancées de cette loi? Alors, ça a été un méga combat. De ouf, vraiment. Ce mot n'existe pas dans le dictionnaire, pourtant les jeunes l'ont bel et bien appris en classe, ou plutôt dans la cour de récréation. On a vu les autres faire ça, et du coup on s'est adapté et on a fait pareil en fait. Un nouveau langage pour paraître plus cool, que les parents ont bien du mal à comprendre. C'est l'interdiction de tous les animaux sauvages dans les cirques itinérants en France. Interdiction de présentation au public dans 7 ans. Ça peut sembler être un délai long dans l'opinion publique, mais par contre, nous, ça va nous aider à replacer les animaux dans les structures d'accueil pour leur permettre d'avoir une fin de vie paisible. Donc en fait, 7 ans, c'est bien, parce qu'on a plus de 300 fauves. Nous, on pense qu'on en a beaucoup plus, mais le chiffre avancé par le ministère de l'écologie, c'est 300 fauves, des centaines de singes, beaucoup de zèbres, beaucoup d'autruches, d'oiseaux et tout ça. Donc il faut qu'on puisse retrouver ces animaux, qu'on puisse avoir tous les documents administratifs autour de ces animaux et qu'on puisse les replacer après en refuge ou en sanctuaire. Donc 7 ans, c'est bien. Alors moi, je suis en total désaccord. Hein. 7 ans, c'est pas bien, c'est pas long, c'est court. C'est très très court. 7 ans, sachant que vous avez sollicité les politiques. On voit que par exemple que la question animale en fait vient en fin de quinquennat Macron, sans doute pour des raisons électorales. Hein. 7 ans, c'est très très court. Vous n'avez ni structure, ni idée justement du nombre d'animaux, ni budget pour le moment. Vous n'avez absolument rien en fait. Vous savez même pas, d'accord, combien d'animaux est-ce qu'il y a recasé, encore une fois. Ce serait quand même la moindre des choses. Et donc le processus est lancé. Et en réalité, 7 ans, c'est très court. Moi, j'y crois absolument pas que vous arriverez à recaser tout le monde. Hein. Donc encore une fois, je repose ma question. Si jamais on n'y arrive pas,
il arrive quoi des animaux en fait qui seront en surplus? C'est quoi qui les attend? Réponds à cette question, Alexandra, c'est quoi qui les attend? Sur les zoos, on aimerait l'interdiction des spectacles, parce qu'aujourd'hui on considère que les animaux sauvages n'ont pas à se donner en spectacle, à avoir des numéros en fait devant un public. Voir une otarie ramasser une bouteille en plastique et l'acheter à la poubelle à votre place, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Bah si, moi je le vois. Hein. Encore une fois, on est sur la sensibilisation des personnes. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, Alexandra? Tout simplement parce que, encore une fois, il y a tout ce plastique dans l'océan qui... les otaries sont victimes de ça, en fait, en avalant, d'accord, des bouts de plastique qu'ils peuvent prendre pour des poissons. Tu as aussi beaucoup de tortues, d'accord, qui par exemple meurent de ça. Donc avant de te dire, je vois pas trop à quoi ça sert, en fait, si, ça sert. C'est cette fameuse prévention, en fait. C'est cette fameuse éducation des masses. Et sans ça, encore une fois, on n'arrivera à rien pour le bien-être animal. Si jamais les gens ne sont pas derrière, justement, la cause animale, vous n'arriverez à rien. D'accord? Parce que ce qui fera éventuellement bouger le politique, c'est si jamais ils sentent qu'il y a une demande populaire derrière. Si jamais vous retirez cette demande populaire et cette prise de conscience populaire, c'est terminé pour ces animaux-là. Donc c'est très compliqué en fait finalement de réintroduire un animal dans le milieu naturel. Merci de l'avouer. C'est pour ça en fait qu'on a besoin de structures d'accueil pour tous les animaux des cirques, notamment, pour pouvoir les replacer en fait, et pas avoir recours à une euthanasie massive, ce qu'on réfute complètement quoi. Encore une fois, quelle naïveté quoi. Elle réfute l'euthanasie massive, mais Alexandra, tu as 7 ans pour sauver des milliers, des dizaines, peut-être même de milliers d'animaux à travers l'Europe. En France, d'accord, rien que ça va être un chantier énorme. Il n'y a rien de prêt, vous savez même pas combien il y a d'animaux. Évidemment que c'est ce qui risque d'arriver, l'euthanasie massive. Quand on va se rendre compte, d'accord, que tous ces animaux-là, en fait, il faut la placer, que ça coûte, comme dirait l'autre, un pognon de dingue. Tu crois vraiment que tout ça va être pris en considération par nos politiques? Tu crois vraiment, d'accord, que c'est ça qui va se passer? Moi, je vais te le dire, ce qui va se passer. C'est que ces animaux-là, qui de toute façon n'auront pas d'avenir et ne rapporteront plus rien, parce que tu ne voudras plus, d'accord, de visiteurs pour aller les voir, il y a quelques structures, d'accord, qui seront là, mais le reste, ce sera euthanasie. Il y a de très fortes chances, d'accord, que ça se termine comme ça. Et du coup, ça se développe en France, il y a de plus en plus de sanctuaires. Est-ce que vous avez des exemples de sanctuaires qui ont ouvert récemment? Oui, alors au niveau des structures d'accueil, donc on va rassembler structures d'accueil, sanctuaires et refuges. On a Elephant Heaven, par exemple, qui est dans le Limousin et qui est le premier sanctuaire qui prend en charge les éléphants des cirques. Donc là, des cirques ou des zoos d'ailleurs. Donc là, ils ont eu leur premier éléphant, Gandhi, qui vient du zoo de Pont-Scorff. Alors là, très intéressant, d'accord. Vous avez donc le premier centre qui a ouvert à Limousin, preuve qu'encore une fois, il n'y a aucune structure, qui, on va le voir, d'accord, est capable d'accueillir 4 éléphants. Moi, j'aimerais bien savoir combien est-ce qu'il y a d'éléphants à accueillir, si jamais on les enlève des zoos ou des cirques. Hein. Et combien du coup de parcs comme ça il va falloir créer, vous imaginez, c'est absolument impossible. Et puis c'est bien que tu nous parles du zoo de Pont-Scorff, parce qu'en fait l'opération Rewild, alors je vais vous laisser vous renseigner dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, c'est pas très compliqué. Je rappelle que ça partait d'un projet comme ça, d'accord, de retour à la nature, ok, d'utopie comme ça, d'accord, complètement fantasmée par des extrémistes dans votre genre. Et le truc c'est qu'en fait ça s'est terminé en fiasco absolu, avec des maltraitances animales, etc. C'est ça qui attend les animaux véritablement aujourd'hui, ils sont en danger. Vous avez déjà un vécu avec ce zoo de Pont-Scorff, ok, avec Hugo Clément, souvenez-vous, d'accord, le pseudo-animaliste également, qui fait Fort Boyard avec les tigres, par contre ça ne le dérange pas. Mais donc je me doute bien qu'il va se passer un truc vers le vide, c'est vrai. Et qui, voilà, avait lancé une opération, d'accord, de levée de fonds. Les gens n'ont jamais été remboursés, par ailleurs, du fiasco. Merci les animalistes. On voit à quoi ça mène les dossiers non préparés, vous savez. Pour toute l'opération Rewild, donc il reste encore 3 places d'éléphants dans ce sanctuaire. On est bien d'accord que ça reste de la captivité et que ce sera jamais à la hauteur des milieux naturels et de la complexité des milieux naturels. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas réintroduire ces animaux-là, donc il faut bien trouver une solution. Et les structures d'accueil peuvent être une solution parce qu'en fait, dans le modèle économique, ce qui les différencie des zoos, c'est qu'on porte l'animal vraiment au centre du projet. Et si l'animal n'a pas envie de vous voir, il ne vous voit pas. Il a aussi toute une partie privée où si les structures d'accueil sont ouvertes au public, vous pouvez ne pas voir l'animal du tout s'il n'a pas envie de vous voir. Et vous n'avez pas d'interaction directe avec les animaux, donc exit les soigneurs d'un jour et tous les blabla. Et vous n'avez pas non plus de reproduction des animaux, parce que le but, c'est pas de surcharger les structures d'accueil avec des naissances, mais c'est vraiment d'accueillir des animaux qui sont en souffrance. Et pas non plus de conservation, ni de travail de recherche, ni rien du tout dans ces structures-là. C'est vraiment une maison de retraite pour animal, quoi. Pas de visiteurs forcément, enfin tout du moins des visiteurs qui ne pourront pas forcément voir les animaux. Donc là, ça veut dire que toute la sensibilisation en fait, de la population, une chose hyper importante pour la conservation, exit. Terminé.
Pas de soigneur d'un jour ou de programme de ce genre-là, en fait, qui suscitait des vocations justement pour les gens pour s'occuper des animaux. Terminé. Pas de reproduction. Mais ils savent un petit peu, ils ont demandé l'avis des animaux, savoir si jamais ils voulaient se reproduire ou pas. On parle de bien-être animal, mais peut-être que les animaux, en fait, leur reproduction, ça fait partie aussi de leur cycle naturel. Et qu'ils en ont besoin, en fait. On se pose ces questions-là sur le bien-être animal? Terminé. Pas de conservation. Génial. Mais alors à quoi ça sert, en fait? D'accord? C'est-à-dire vous avouez vous-même, d'accord, que vous n'aiderez même plus les animaux en milieu naturel? Qu'il n'y aura pas d'objectif, d'accord, de financer? Je croyais que c'était un scandale aujourd'hui que les zoos livrent si peu pour la conservation. Mais eux, ils donnent, vous, c'est même pas l'objectif. Et enfin, terminer également le travail de recherche. Ah oui, donc super. Mais en fait, ça sert à quoi, du coup, votre truc, excepté de devenir des mouroirs pour ceux qui ont eu la chance d'échapper à l'euthanasie? Ça sert à quoi? C'est quoi l'intérêt des animaux là-dedans? Et donc il va y avoir des sanctuaires pour les lions, pour les guépards, pour tous ces animaux-là? Ouais, nous on espère. On espère. On a réussi à avoir un cadre juridique, donc une définition de ce que c'est une structure d'accueil pour ces animaux-là, pour pallier en fait à toutes les dérives qu'ils peuvent avoir sur ces structures existantes. Ah oui. Et en fait, maintenant, on est en train de travailler avec le ministère de l'écologie pour qu'il y ait une enveloppe, une ligne budgétaire définie pour ces animaux, pour que derrière, ils puissent... Encore une fois, donc pas de budget prévu, hein. On est bien d'accord, hein. Rien, en fait. Hein. Il y a des chartes. Soit se créer des nouvelles structures d'accueil pour ces animaux, soit étendre les structures existantes. On travaille pas mal avec les structures existantes. Donc, je vous rappelle que ça, c'est dans un maximum de 7 ans. Hein. Il y a le refuge de l'Arche en Mayenne, il y a Tangatar d'accueil du côté de Lyon, il y a le Barren Park en Forêt-Noire, enfin il y a déjà des structures existantes. Ça en fait 3. 3 structures. Donc, on s'est rendu compte, à travers différents établissements qui existent aujourd'hui, qu'il y a eu des dérives massives sur l'utilisation des animaux, où par exemple, vous pouvez prendre un selfie avec un bébé tigre pour 50 €. Ça, c'est nos amis Aves France qui l'ont révélé dans une enquête avec Fort House, où il y a un établissement qui proposait ça au public. Sous prétexte que c'était un sanctuaire, ils avaient des bébés lions que vous pouviez toucher, balader en laisse, ce genre de choses. Et il y a différents établissements aujourd'hui en France qui existent et qui utilisent ces animaux-là pour faire du business, et rien que du business, et qui détournent en fait ces notions de structure d'accueil. Vous vous rendez compte ce qu'elle est en train de dire là quand même? C'est-à-dire que tous ces sanctuaires en fait et ces refuges qu'elle appelle de ses voeux, mais la vérité c'est que quand on regarde la situation qui se passe vraiment, à l'image d'ailleurs de ce qui s'est passé au Ponscof en fait, hein, il y a le projet initial et en fait il y a la réalité. Et la vérité c'est que là d'accord on se rend compte que dans ces sanctuaires où soi-disant les animaux ne sont pas censés voir les hommes s'ils le souhaitent, on se retrouve avec des selfies qui sont pris avec des lionceaux et on peut les promener même en laisse. Dans quel monde vis-tu Alexandra? Dans quel monde vis-tu? Excepté celui du fantasme, encore une fois. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Elle mentionne aussi 3 structures qui existent aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en 7 ans, on doit recaser des milliers d'animaux. Je repose toujours la même question, Alexandra, à laquelle tu ne réponds pas. Si jamais cela ne se fait pas, que deviendront-ils? Parce qu'il y a quand même de fortes chances que ça ne se fasse pas. Que vont devenir ces animaux? Où vont-ils aller? Quel est leur devenir? Est-ce qu'il y a une question qu'on n'aurait pas abordée qui vous semble importante sur ce sujet de la captivité? Oui, les animaux sauvages détenus par les particuliers. Donc c'est les fameux NAC. Enfin, on y arrive, d'accord, c'était à toute fin de l'interview, quand il s'agit de demander s'il y a une question en plus, les animaux sauvages détenus par les particuliers. Et là, attention, ça va être du lourd. Les NAC, où là c'est un gros sujet, parce que c'est pas que bien-être animal, c'est aussi... tout ce qui est lié aux zoonoses, donc les maladies animales transmissibles à l'humain. Donc est-ce que vous pouvez prendre juste un exemple de NAC? De NAC, je vais prendre le serpent. C'est quoi le serpent, Alexandra? C'est comme si on me posait la question, je vais prendre l'oiseau, je vais prendre le poisson. Mais les besoins des serpents ne sont pas les mêmes. C'est quoi, globalement, quel point commun entre un élapidé et un colibridé aujourd'hui dans le maintien en captivité? Est-ce qu'on peut vraiment, d'accord, considérer ça comme la même chose et mettre ce terme générique, le serpent? Les serpents, ils ont des besoins différents, d'accord, ils viennent de certains endroits différents, certains sont dans le milieu aquatique, d'autres pas, je veux dire, il y a énormément de choses, ils font pas la même taille, ils mangent pas les mêmes proies, d'accord, ils n'ont pas la même dangerosité, certains sont venimeux, d'autres pas. C'est quoi le serpent, Alexandra? Vous le sentez que là, on va avoir une explication de très haut niveau? Vous le sentez venir? Vous n'allez pas être déçus. C'est ce qui est pas mal sur le marché en ce moment.
Donc là, on a des gros soucis de bien-être animal où finalement on a très peu de données sur ces animaux, sur les serpents. On ne sait pas comment ils peuvent réagir. Dans les milieux naturels, on sait rien d'eux finalement dans les milieux naturels, ou très peu de choses. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que la captivité et le milieu naturel permettent des avancées scientifiques. Mais il y a des choses qu'on peut voir très bien dans le milieu naturel, d'accord, et il y a des choses en fait qu'on voit beaucoup mieux dans la captivité. Un exemple tout bête, dans le milieu naturel, vous allez pouvoir voir comment est-ce que les serpents s'alimentent. Vous avez prélevé, d'accord, un certain nombre de serpents qui ont visiblement mangé quelque chose, vous regardez ce qu'il y a dans leur ventre. C'est comme ça que ça se passe. Hein. En captivité, par contre, vous allez pouvoir déterminer, sous telles conditions, combien les femelles mettent de petits au monde, par exemple. Allez faire ça dans la nature. Les deux sont complémentaires. Bon, c'est des animaux qu'on peut retrouver à 20 € dans une animalerie, à la portée de tous, que vous pouvez avoir dans un terrarium. Alors qu'on sait par exemple que les serpents ont alors ça s'appelle Transparent Boundaries Syndrome. Donc c'est le syndrome des vitres où le serpent va se cogner en fait sur la vitre parce qu'il n'arrive pas à se représenter la vitre dans son cerveau. Donc il va se cogner jusqu'à se faire mal. Donc, vous avez déjà vu ça chez vous, les amateurs de serpents hein? Moi, je peux vous assurer que j'ai jamais vu un seul de mes serpents se cogner à la vitre jusqu'à se faire mal. Hein. Des fois, ils vont observer ce qui se passe à la vitre, sans se cogner. Hein. Des fois même, d'accord, ils peuvent essayer de monter un peu contre la vitre, ça c'est vrai, mais c'est rare déjà. Et ensuite, moi, je les vois surtout en train de prendre la chaleur, je les vois surtout en train de, vaquer à leurs occupations. Mais je les vois pas sans cesse en train de taper la vitre jusqu'à se faire mal. Hein. Je ne sais pas dans quel monde tu vis, Alexandra. Mettez-moi en commentaire tous ceux qui ont des serpents qui sans cesse se tapent le nez contre la vitre. Jusqu'à se faire mal. Qui sont en train d'être étudiés par les scientifiques. Et donc on sait très peu de choses, mais finalement c'est une espèce, en tout cas un groupe d'animaux qui est très sur le marché, et qui est aussi potentiellement a des pathologies sur lui, par exemple la salmonelle. Tous les serpents peuvent être porteurs de salmonelle. Donc ça, c'est une zoonose qui est potentiellement mortelle chez les humains. Alors, moi, j'ai cherché, d'accord, la salmonellose. Hein, ok, alors c'est une bactérie pas très agréable, mais potentiellement mortelle chez les humains. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que Google sort, d'accord, sur la salmonellose. À la question, est-ce que la salmonellose est dangereuse ? Complications possibles. Habituellement, la salmonellose n'a aucune conséquence grave. Cependant, les personnes âgées, les nourrissons et les personnes affaiblies peuvent en souffrir plus gravement. C'est pas mortel, hein, nécessairement, ça va en souffrir plus gravement. Je veux dire, on se rend bien compte là qu'Alexandra, tu serais pas encore en train de nous faire un peu de démagogie des fois ? Et on a aussi tout le problème du trafic derrière les serpents, où c'est pas un animal charismatique, donc du coup c'est pas un animal qui est protégé au niveau international. Je vais te poser une question, Alexandra. Alors déjà, les serpents, le serpent, encore une fois, ce n'est rien. Les serpents, il y en a certains qui sont protégés au niveau international. J'aimerais juste te dire autre chose, Alexandra, c'est que tu nous parles du trafic, là, moi je suis entièrement d'accord. Mais qui va créer plus de trafic en arrêtant la vente des serpents en captivité, par exemple ? En empêchant, d'accord, certains éleveurs sérieux de reproduire des souches qui, sinon, moi je vois, d'accord, par exemple, avec les Thamnophis, en fait, ce serait la reproduction de souches pures. Ceux qui vont vouloir, une fois que vous aurez interdit ça, se procurer ces serpents-là, pas forcément de façon très légale, ils vont aller les chercher où, à ton avis ? C'est le trafic qui va exploser, hein, tout simplement. Sur les nacs aussi, on a un gros problème sur les félins, pour prendre un animal charismatique, où là, on a des bébés fauves qui se baladent un peu dans les cités. On a pas mal de servales, donc c'est des grands chats africains, en gros, des grands fauves africains. Et en fait, la mode se déplace d'une espèce à l'autre à chaque fois. Dès qu'une espèce est en voie de disparition dans son milieu naturel, on va chercher une autre espèce qui ressemble. Ça, c'est toute l'horreur du trafic en fait, animalier, effectivement. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ce que tu vas recréer, en fait. C'est-à-dire que si jamais il n'y a plus ces animaux-là en captivité, reproduits en captivité, le trafic va exploser. Et donc tout ce que tu es en train de décrire sur les ignominies, d'accord, qui concernent aujourd'hui les servales, ces choses-là qui ne sont justement pas reproduites tellement en captivité, ça va se faire. Pour des tas d'espèces qui aujourd'hui sont accessibles. On n'est pas obligé de voir un animal sauvage une fois dans sa vie, un animal, un lion ou quoi, pour être heureux et avoir sa vie remplie. Et qu'il faut se focaliser vraiment sur la faune locale, parce qu'elle aussi, elle disparaît. Et c'est important aussi de connaître sa faune locale avant de connaître la faune exotique, par exemple. Alors oui, c'est vrai, mais te rends-tu compte encore une fois de ce que tu es vraiment en train de nous dire, Alexandra ? J'en doute. Parce que tu parles de la faune locale, mais la faune locale, ce ne sont pas seulement les espèces en fait sauvages. Moi je suis d'accord pour les protéger encore une fois. Hein. La faune locale, c'est aussi toutes les espèces d'élevage.
tu sais, élevés par des petits éleveurs, souvent amateurs, en fait, qui préservent des espèces qui sinon seraient déjà disparues depuis bien longtemps parce qu'elles ne conviennent pas, en fait, à l'industrie. Certaines races de poules, d'accord, par exemple, certaines races comme ça, d'oiseaux, qui en fait, tu vas mettre en danger avec cette loi. Et ta fameuse liste positive. D'accord, en empêchant comme ça des éleveurs amateurs de pouvoir vendre et de pouvoir ainsi conserver les cheptels. C'est-à-dire que tu as beau jeu de nous parler de la faune locale, mais en fait, tu vas en faire disparaître aussi toute une partie qui d'accord, sont issus de notre culture ancestrale et qui en fait font la richesse notamment française. La vidéo est déjà bien longue, j'ai terminé avec Alexandra. Je vais maintenant vous donner mes conclusions assez rapidement. Ce qui est absolument incroyable ici, c'est de voir à quel point en fait cette loi s'est décidée dans la précipitation. Je rappelle qu'Alexandra Morette, c'est pas n'importe qui, elle a fait partie d'accord des tables rondes autour de cette loi. Résultat, on se rend compte qu'il y a des manquements absolument énormes et une incompétence et une non-préparation absolument considérable. On ne sait ni combien d'animaux sont concernés, on ne sait même pas combien il y a de zoos, de cirques, on ne sait même pas d'accord l'ampleur économique des licenciements qui vont arriver si jamais on supprime justement tout ça, et tout ça est très très grave, d'accord. Donc cette impréparation comme ça pose forcément question, et en réalité, si jamais le dossier est aussi mal préparé par des amateurs d'accord de ce niveau-là, hein, véritablement, que ce soit nos pouvoirs publics ou que ce soit les représentants de ces associations-là, en fait, on file droit à la catastrophe. Et moi, ce que je vois, c'est que dans le meilleur des cas, il y a quelques refuges, peut-être, quelques sanctuaires qui vont effectivement prendre des animaux, certains animaux en charge, mais dont les capacités ne seront pas extensibles à l'infini. Et que par conséquent, ce qui va se passer, c'est que des rewild, on va aussi en avoir un paquet, à savoir des centres muets par une idéologie comme ça, complètement d'accord, hors de propos, et qui vont filer à la catastrophe, et de plus, des euthanasies, moi je le confirme, d'accord, j'en suis persuadé, pour éradiquer justement le problème et régler un souci, d'accord, au niveau des animaux qui seront là en trop. Vous verrez, d'accord, que ça sera forcément dans le feutré, mais en tout cas, on aura, d'accord, ce genre de choses-là. Donc en réalité, au lieu d'un service de protection animale, ici on met beaucoup d'animaux en danger, d'accord. Le danger, c'est celle aussi de cette 7e extinction de masse dont j'aimerais parler. Alexandra, tu parles beaucoup de la 6e. La 7e est l'extinction des animaux de compagnie, d'accord, ce sera la vôtre encore une fois, et vous serez responsable de ça. Vos programmes vont mener à ça, et à l'explosion également, d'accord, du trafic animalier. Et ça, c'est une évidence, d'accord, et je ne comprends même pas comment est-ce que vous pouvez ne pas envisager ce genre de choses. Hein. Énormément de démagogie dans son discours. Je vous recite d'accord les ours polaires avec la clim, je vous recite d'accord les zoonoses avec la salmonelle qui soi-disant est un truc absolu qui dévasterait d'accord des tas de gens, alors qu'en fait c'est sans danger vraiment pour la très très grande majorité des personnes. Le Covid utilisé à bon escient, d'accord, alors qu'on ne sait même pas encore une fois ce qui l'a causé véritablement. Ou encore Aspinal, hein, d'accord, où elle nous parle comme ça de zoos qui tout à coup auraient peut-être un intérêt, alors qu'en fait ils organisent des activités comme les autres. Hein. Et c'est juste en fait, tout ça c'est de la poudre aux yeux en fait, hein, et c'est de la démagogie à l'état pur. Moi ce que je vois aussi c'est que dans les sanctuaires dont elle parle, d'accord, elle justement dit pas de reproduction, pas de visiteurs, pas de conversation, pas de conservation, pardon, pas de recherche. Mais où est le bien-être animal là-dedans, Alexandra? En fait, ça va faire évoluer les choses vers quoi, tout ça? Quel est le futur, d'accord, de telles propositions? C'est toi qui nous dis encore une fois ça. Je ne l'invente pas. Et moi, j'aimerais savoir, d'accord, encore une fois, où tout ça nous mène, véritablement. Quid aussi, d'accord, des activités, des acteurs de ces activités-là qui, justement, vont être amenés à disparaître. Quid même du futur, d'accord, des animaux et de leur considération, puisqu'il n'y aura plus de pédagogie, d'accord, dans les zoos, hein, et que les gens ne pourront plus aller voir, et donc, par conséquent, connaître et aimer, souvenez-vous de la citation de Jacques-Yves Cousteau, les animaux qu'ils y croisent. Je note qu'il y a une très faible connaissance des sujets, que Alexandra et Code Animal ont pourtant en tête d'affiche, hein, soi-disant, d'accord, la lutte contre les nacs, quand on voit ce qu'elle connaît des serpents, okay, qu'elle appelle le serpent, on a le droit de se poser des questions sur les dossiers. D'ailleurs, lorsque vous consultez les dossiers de Code Animal à propos des nacs, ça prend quelques lignes, d'accord, c'est du ni fait ni à faire, il n'y a absolument aucun travail de fond, et c'est absolument scandaleux, d'accord, qu'une telle association puisse se prononcer aujourd'hui concernant la législation, d'accord, du pays en ce qui les concerne. Moi, je me mettrais bien plus à la place des acteurs qui connaissent véritablement ces animaux. Effectivement, il y a des législations à mettre en place sur les reptiles, c'est une évidence. Il y a des abus aujourd'hui, d'accord, il y a des tas de choses qu'il faudrait régler sur les reptiles. Mais absolument pas ce que toi tu nous proposes, Alexandra. J'aimerais aussi intervenir, d'accord, sur la complémentarité entre le sauvage et la captivité, encore une fois. Parce que véritablement, pour sauver les animaux, il faut les faire découvrir, selon moi, en captivité aux gens, pour leur faire prendre conscience justement du problème et de la dégradation de leur milieu naturel. Et ainsi, pouvoir préserver, d'accord, des espaces en milieu naturel qui aideront les populations sauvages à subsister grâce à celles qui seront, d'accord, issues de la captivité, qui ont ouvert les yeux, en fait, aux gens, d'accord, qui les auront sensibilisés au sujet, justement, d'accord, de tout ça. Et moi, enfin, Alexandra, j'aimerais juste terminer par un petit quelque chose. Parce qu'il y a un truc, encore une fois, qui me pose problème là-dedans, c'est ton incompétence. Et le nombre de fois, en fait, où tu nous réponds que tu ne sais pas, d'accord, les réponses, que c'est des choses que tu n'as pas étudiées, etc., etc. J'ai fait une petite compilation
En 55 minutes d'interview, il y a plus de 15 fois, d'accord, Alexandra avoue qu'elle ne sait pas, d'accord, ou qu'elle n'est pas renseignée. Je vous ai fait la petite compile, je vous la mets. Vous allez voir, c'est édifiant. Il n'y a pas de chiffres officiels et précis. Et en fait, on n'a pas eu de chiffres ou des approximations. C'est pas encore mis à jour. Il n'y a pas de chiffres précis. Donc voilà, on n'a rien. On a quelques approximations. Donc voilà, on a un peu des approximations, mais on n'a rien de vraiment très concret. C'est difficile d'avoir une idée. Donc en fait, on peut pas avoir vraiment de chiffres très précis. Donc je ne sais pas. Et il n'y a pas eu d'études fondées. On sait rien d'eux finalement dans les milieux naturels ou très peu de choses. Donc en fait, on ne sait pas exactement quel serait l'impact d'une fermeture potentielle. C'est pas le cas aujourd'hui. Mais on n'a pas encore vraiment d'enquête pour le prouver, quoi. Il faudrait vraiment avoir une étude par espèce et par individu. Je ne comprends pas comment ça marche. Y a-t-il vraiment besoin d'aller plus loin? Lorsque vous avez ce nombre de questions auxquelles la présidente de Code Animal répond qu'elle ne sait pas, qu'elle n'a pas les informations, qu'elle ne sait pas quoi répondre, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller plus loin pour se demander si elle est compétente sur la question ou pas? Est-ce que nos doutes ne sont pas fondés? Est-ce qu'on ne peut pas se rendre compte qu'ici, d'accord, on n'est clairement pas sur ceux qui vont protéger les animaux, mais bien plus d'idéologues en fait mal renseignés qui vont aller droit dans le mur? Parce que si jamais demain ces gens-là peuvent appliquer leur desiderata et se prennent en charge ces animaux-là, on va droit à la catastrophe, je pense vous l'avoir prouvé. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Elle a encore été très longue, mais j'ose espérer instructive. Je vous salue bien bas et je vous dis à la prochaine pour continuer de présenter peut-être tous ces problèmes-là, mais aussi retrouver des épisodes sur les reptiles. Voilà, on ne va pas se laisser encore une fois démonter. Continuons le combat, continuons à défendre les intérêts de nos animaux. Encore une fois, c'est pour eux qu'on fait tout ça. Merci à tous, respect à vous, à très bientôt. Ciao.